hein, même certains au sein du parti pensent qu'en tant qu'hommes, ils sont au-dessus de certaines femmes. Pourtant, en termes intellect, il y a beaucoup il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de réflexion chez beaucoup de dames, mais qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer, ou peut-être qu'ils ne se sentent pas dans leur aise en fonction des milieux. Mais au MRC, nous avons honnêtement, pour ceux qui n'ont jamais assisté à une réunion du MRC, je vous jure que ça va très très fort parce que nous savons imposer nos idées. Jeanne est ici présente, elle sait que quand nous sommes dans les réunions, ça chauffe très fort parce qu'on ne se laisse pas faire. Comme elle a dit, on ne vient pas dans une posture. Quand je parle d'elle, je parle de moi. Moi, quand je vais dans une réunion, je ne viens pas observer. Je ne viens pas seulement prendre. Je viens aussi donner. Et dans cette démarche d'implication, c'est normal que dans la durée, on puisse impacter notre environnement, qu'on puisse s'imposer dans notre engagement. Donc, l'idée de la pensée du président, c'est dire aux femmes, prenez confiance en vous. Vous avez des valeurs sûres. Vous êtes des personnes qui avez la force. Parce que même quand moi j'entends parler d'égalité, pour moi, le mot égalité n'a pas sa place. Moi, je suis pas féministe. Pour moi, la femme est déjà au-dessus des hommes, sans prétention. Parce que nous avons cette capacité d'être multifonction. Nous sommes multitâches. La femme est capable, parce que la société nous l'impose aussi, hein. On doit être belle, on doit être intelligente, on doit être propre, on doit être structuré, on doit être éducatrice, on doit être tout en même temps. Donc, quand nous sommes, rares sont les hommes qui font deux choses à la fois. C'est pas pour vous réduire, hein, parce que généralement les hommes sont très, voilà, step by step, alors que nous, on peut faire 10 000 choses en même temps. Donc, ce qui fait qu'on a quand même un avantage par rapport aux hommes et nous devons le savoir et le revendiquer. Si nous sommes dans cette posture de demandeuse, on va toujours se sentir frustré parce qu'on sera incomprise. Alors que si nous sommes dans une posture de faire comprendre aux gens que oui, on a quelque chose à apporter. Oui, nous sommes là, nous existons. Oui, nous pouvons aller au-delà de ce que vous avez imaginé pour nous. On va débloquer des niveaux inimaginables. Voilà, je préfère m'arrêter là pour l'instant. Merci de cette première réaction. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir. Jeanne, si tu veux aussi modérer, n'hésite pas, hein, tu as tout à fait le droit de me mettre de côté et de modérer les échanges sur le panel. Justement, donc, je voulais même te mettre de côté parce que tu veux déjà parler plus que nous. Je vais. Il y a Colonel qui est monté, donc je vais lui donner un peu la parole avant de revenir aux femmes, puisque lui n'a rien dit depuis le début. Colonel? Oui, bonsoir. Ok. Bonsoir, Colonel. Bonsoir. Sur le live des femmes. Fais attention, retourne ta langue cette fois dans la bouche, parce que les femmes qui sont là, c'est des femmes capables, c'est des femmes qui ont l'intelligence affûtée. Vraiment, tout ce que moi j'ai entendu ici depuis le début, c'est vraiment d'un haut niveau. Donc ne dis rien qui puisse être retourné contre toi. Comme on dit souvent dans les films américains, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Donc parle en étant conscient que toutes les femmes qui sont sur ce panel ont un niveau d'intelligence extrêmement pointu. Sois donc malin dans ta façon de prendre la parole. Ah, ok. Bon, je suis pas là depuis, je suis arrivé il y a quelques 5 minutes, mais... Ah, excusez-moi, hein, ouais. Je suis arrivé il y a quelques 5 minutes, mais j'ai écouté la dernière partie de la lecture que tu as faite. Et ces derniers jours, j'ai fait un débat, une lecture sur Dulcie Evans September.
C'est une femme sud-africaine qui luttait contre l'apartheid, qui a été assassinée à Paris parce qu'elle avait, comme on peut dire, fourré son nez là où il fallait pas. Je peux dire comme ça. Parce qu'elle enquêtait sur le dossier du nucléaire. Et en dehors du 6 septembre, j'ai beaucoup regardé le dossier de Marthe Momier, qui fut assassiné à Ibolova. Bon, je ne vais pas utiliser d'autres mots pour ne pas gâter le direct. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est une comme Marthe Momier qui est morte le 9 janvier 2009. Je ne me souviens pas que le 9 janvier 2025, nous ayons fait des débats ou des directs pour commémorer sa mémoire. Je ne sais pas si je me répète là. Et c'est quelque chose qui est dommage. Parce que nous, quand on parle, par exemple, de la lutte des indépendances au Cameroun, nous sommes toujours en train de parler, de nommer, de citer des hommes, sans savoir que auprès de ces hommes-là, il y avait des femmes qui les accompagnaient dans ce combat. Et elles ont sacrifié beaucoup. Marthe Momier, par exemple, a été emprisonnée plusieurs fois. Et quand elle est même revenue dans son pays à un âge avancé, elle a subi ce que personne n'aimerait que subir dans ce monde, ou que son proche subisse dans ce monde. Franchement, donc quand je lis son histoire, ça me blesse beaucoup. Mais je vais parler d'autre chose. Au Cameroun, par exemple, j'ai un tableau ici devant moi qui me parle de l'évolution des femmes dans le commandement territorial de 2007 à 2020. On nous montre que le nombre de gouverneurs, par exemple, sur 10, c'est 0. Le nombre de préfets, c'est 5 sur 58. De sous-préfets, on va à 15 sur 360. Des adjoints préfectoraux, on va à 14 sur 360. Chef de cabinet du gouverneur, 1 sur 10. Dans le même sens, le deuxième tableau nous parle des femmes chefs. Pardon, colonel, excuse-moi de te couper, vu que tu es dans les statistiques, et comme c'est les statistiques, tu vas pouvoir continuer la lecture des statistiques. Une donnée statistique qui permet de contrebalancer la chose et de voir comment le MRC envisage la place de la femme, justement, c'est de noter, moi, justement, quand je préparais le live hier, j'ai vérifié le programme de gouvernance donc, du MRC a la mention de la femme, donc du mot femme, dans ces textes, donc dans le programme de gouvernance qui est celui du professeur Maurice Kamto. C'est 40 fois que le mot femme est mentionné, c'est-à-dire pour revenir sur la place de la femme, revenir sur le rôle qu'elle devrait jouer dans la société, la place qu'elle devrait occuper. On a mentionné 40 fois le mot femme dans le programme de gouvernance du MRC pour montrer tout l'inverse de la tendance. Pas ici dans une logique de dire qu'elles sont inférieures ou qu'il faut essayer de créer une certaine forme d'équité. C'est qu'on sait qu'elle est importante, qu'elle a une place de choix, qu'elle a les compétences et qu'à compétence égale, elle porte la société exactement comme l'homme, sinon plus, parce que c'est elle qui donne la vie, pas que sinon plus, parce que c'est elle qui donne la vie justement. C'est la raison pour laquelle le mot homme est mentionné dans le programme de gouvernance du MRC 16 fois uniquement. J'ai essayé de voir, pas que comparaison est nécessaire, mais pour dire toutes les fois que le MRC a voulu revenir sur l'aspect féminin, la composante féminine de la société, pour lui redonner la place qui doit être la sienne. Ça montre aussi en termes statistiques comment le MRC, lui, envisage de faire les choses. Et on reviendra sur le programme avant de clore le live. On lira intégralement le programme du MRC dédié à la femme sur le chantier numéro 4, social, qui, en premier lieu, traite justement de la femme camerounaise. Je te laisse continuer. Oui, ouais, tu as bien fait de profiter de ces statistiques pour faire comprendre ce que le MRC prévoit. Et je disais que le deuxième tableau touche un domaine qui n'est pas, en tout cas,
quand on parle de nos traditions, je maîtrise, c'est pas un domaine que je vais toucher, mais on parle des femmes chefs de premier et deuxième degré dans la région du Cameroun. Et le total qu'on a, c'est 4. Donc, deux femmes dans le centre, chef de deuxième degré, une de premier degré et deux dans le sud. Donc, en réalité, oui, on a 4, donc une dans le centre, une à l'est et 2 dans le sud. C'est ça exactement. Au niveau du deuxième degré, on a juste 2 dans le centre. Donc, voilà que au total, on a 4 femmes de premier degré et 2 de deuxième degré. Et je sais pas si ce sont les traditions qui empêchent cela, mais il n'y a rien qui montre que la femme ne peut pas tenir le bâton de commandement. Donc, si tu parlais du côté traditionnel, c'est pas là où je veux insister. Je veux revenir sur le fait que même au niveau politique, faudrait pas que la femme soit celle qui accompagne l'homme dans les ambitions politiques. Non. Elle doit chercher à occuper le premier rang. On a vu en Tanzanie une femme vraiment se distinguer. On a vu au Libéria une femme venir prendre un pays difficile comme ça qui sort de guerre et le gouverner. Donc, faudrait pas que la femme camerounaise surtout soit celle-là qui accompagne seulement les politiciens. Elle doit chercher à se mettre au premier plan. Et c'est quelque chose que, puisque nous sommes dans le mois de la femme, je les encourage à vraiment, comment je vais dire, s'impliquer et demander toute l'aide possible qu'elles voudront en question politique et géopolitique. Nous avons certaines connaissances que nous pouvons partager et ça ne dérange pas. Merci, Faustine. On va faire seul, on va aller chercher. Merci quand même. Merci, colonel, merci. Donc, s'il y a des femmes, je te préviens, s'il y a des femmes, on va prendre ta place. Je laisse Jeanne continuer la modération. Colonel, si je te préviens, mais tu pourras revenir. S'il y a des femmes, on va prendre ta place. Jeanne, oui, on t'entend. Vas-y, continue, s'il te plaît. C'est toi qui as la modération, qui a la main. Jeanne, ton micro est fermé. C'est bon là? Oui, là on t'entend. Ok. Je disais à Colonel merci, mais nous irons chercher. Parce que j'ai eu l'impression que quand il a dit nous sommes là, c'est pour dire nous les hommes, nous sommes là. Non, on va aller chercher. Mais merci quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois qu'il y a Mimi qui est arrivée. Si elle veut prendre la parole. Mimi? Bon, elle est peut-être pas prête. Alors moi, je vais dire 2 mots rapidement. Moi, je vois dans ce que tu as lu, Faustine, je vois cette vision de la femme complète et complémentaire. Quand on parle des 2 jambes. C'est-à-dire que moi, déjà, je vois une femme qui doit prendre les devants sans penser qu'elle est une femme et qu'elle a des restrictions, qu'elle a des freins, qu'elle a des barrières. Donc, il faut qu'elle soit complète d'abord avant de pouvoir être complémentaire. Une femme complète ne peut pas être complémentaire, à mon sens. Alors, dans la tradition, on dit la femme, c'est la mère nourricière et le père, c'est le repère. Je vais fermer le micro, là. La femme, c'est la mère nourricière, le père, c'est le repère. On grandit en tant qu'être humain, donc avec des racines et des ailes. Les racines qu'on a prises chez le père et les ailes que sont censés nous donner nos 2 parents, mais on a toujours cette sensation que c'est la femme qui élève le monde parce qu'elle donne la vie, parce que. Donc moi,
dans cette vision de l'autonomisation de la femme, je vois une femme à qui on demande de prendre les devants. Mais il faudrait que nous nous rendions compte que nous avons déjà bon nombre de femmes qui ont pris les devants et que celles qui n'ont pas conscience que c'est aussi leur rôle doivent simplement suivre. Et c'est un peu une mission que l'on doit se donner. C'est-à-dire que moi je dis il faudrait que nous arrivions à ne même plus avoir de 8 mars. Parce qu'on n'a pas une fête pour réclamer le droit des hommes. Donc je sais pas ce qu'on fait avec le 8 mars. Nous devrons arriver à un moment où nous ne devons plus avoir le 8 mars. Pour moi, c'est comme si on reconnaît qu'il nous manque quelque chose qu'on n'a pas su nous donner. Alors qu'il nous manque simplement quelque chose qu'on n'a pas su prendre. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que Mimi est disponible pour parler? Oui, je suis disponible. Ok. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir et bienvenue, Mimi. Non, merci, Monsieur Foti. J'étais d'abord là tout au début. C'est juste que mon téléphone s'est déchargé et puis j'ai pris un autre téléphone. D'accord. Mais si vous avez changé de compte alors, parce que c'était pas ce compte-ci, si c'est Ouais, bien tout à la même fait. qui... Effectivement, Ah, oui, c'est d'accord, deux parfait. comptes différents. C'est la même Très personne. bien. Oui. Oui, tout à l'heure, j'ai un peu essayé d'écouter les unes et les autres, les prises de parole qui étaient vraiment très enrichissantes. Ça fait vraiment plaisir de voir que beaucoup les femmes de plus en plus s'impliquent et s'intéressent vraiment à la chose politique et à la chose qui concerne le Cameroun. Ça fait beaucoup plaisir. Et ce qui m'a marqué au niveau du Cameroun, en ce qui concerne la femme, c'est que j'ai trouvé, mon petit point de vue, c'est que la femme camerounaise, elle est trop compressée. Elle est trop étouffée. Elle n'a pas la place à la parole. Donc, parfois, même si elle a des prises de parole, sa prise de parole est toujours minime. On a toujours tendance à simplifier la parole de la femme comme si le mot qu'elle place, ça n'avait pas la place. Je ne sais pas comment on va expliquer tout ça. Encore moins dans les ménages. Même quand tu avais ton mari, pour prendre la parole et que ta parole ait vraiment un poids, il va falloir que ce que tu as dit au préalable, qu'il vive ça et que ça le brûle avant qu'il revienne sur la décision que toi, la femme, tu avais dit au préalable. Et quand tu vois des attitudes comme ça, vraiment, c'est parfois très choquant. Très choquant parce qu'il y a toujours un adage qui dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, si les hommes n'ont pas l'habitude d'écouter les femmes, je pense pas que le pays, on pourra avancer dans cette logique-là. Pour qu'on avance tous dans une bonne vision de notre pays, il faudra que les femmes de plus en plus se mettent debout et poussent même des enfants aussi. Disent même aux enfants que comme vous voyez, le pays là, il faudra que nous tous, que vous aussi vous essayez de mettre votre pied à l'édifice pour que le pays s'y soit construit. Le pays, c'est pas seulement les hommes qui peuvent construire un pays, même les femmes, vous avez place, vous avez droit à la parole. Donc, voilà un peu des petits points que j'ai essayé d'analyser, de voir, avec même mon vécu, tout ce que j'ai eu à endurer dans ce pays. Et je n'avais pas vraiment de place parce que je prends toujours l'exemple sur moi avant d'arriver sur les autres. Je pose toujours la question, qu'est-ce que moi d'abord j'ai fait pour contribuer? Et tout ça, j'ai des remords par rapport à ça tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon pays ne puisse pas se développer? Plus je pose ces questions, plus ça me donne encore la force, le mindset, comme on dit souvent, de pouvoir donner plus, de pouvoir donner encore et encore, de pouvoir sensibiliser encore et encore pour que le pays soit vraiment construit à sa juste valeur. Donc, voilà un peu la petite prise de parole que je vais prendre pour le moment. Merci.
merci mon ami de cette prise de parole nouvelle qui enrichit encore et complète simplement sur ce qui a déjà été dit, le témoignage qui a été donné initialement. Jeanne, je te laisse continuer. Ouais, je pense que c'est Marlise, hein. C'est ça? Marlise? Oshiga? Est-ce que je peux Je prendre? sais pas. Oui, je suis là. Allô? Oui, Oui, dites-moi. Oui, C'est on plusieurs t'entend personnes. aussi, Gadon. Tu peux prendre la parole, surtout que tu avais quelques réactions au fur et à mesure, même dans les commentaires. Si tu peux prendre la parole hein, sur ce qui a bien été si Emma dit, n'a aucune sur la contrainte, sortie du Oshiga peut prendre la professeur. parole. Oui. Du coup, j'ai pas entendu ce que Faucine disait parce que vous avez parlé en même temps. Je disais, si Emma n'a aucune contrainte, tu peux prendre la parole. Ah, Emma voulait parler, je peux la laisser, hein, y a pas de souci. Oui, je voulais juste dire quelques mots avant de vous laisser. Moi, Vas-y. je suis une grande fan de métaphores, hein, parce que pour moi, c'est l'une des meilleures façons d'expliquer quelque chose de complexe. Et pour moi, c'est pour ça que la première phrase de la pensée du professeur Maurice Kamto, c'est vraiment la phrase qui m'a marqué. Donc c'est ce que Jade disait, hein, quand il traduit ce que je vais appeler sa vision de la place de la femme dans la société, parce qu'il va présenter la société un peu comme le haut du corps et la femme comme une jambe au même titre que l'homme. Et pour moi, c'est très bien placé parce que le problème fondamental qu'on a au sujet de la situation de la femme, en tout cas j'estime, hein, c'est au niveau du rôle prédéfini qu'on a donné aux femmes. Parce que malheureusement, c'est pour ça que je dis c'est sa vision. Et c'est même la vision du bon sens. Parce que au Cameroun actuellement, la femme n'est pas reconnue comme une jambe à part entière. La femme est plutôt traitée comme une béquille. Voilà. Parce que la jambe porte son propre poids. La jambe participe à l'équilibre du corps. Alors que la béquille, c'est un appui temporaire dont on peut se passer. La béquille, c'est lorsqu'on a besoin d'elle. Et dès que la jambe valide, retrouve sa force, enfin, pour ceux qui utilisent la béquille, on jette la béquille dans son coin. Et je pense que c'est exactement ce que subit la femme camerounaise. Quand il y a besoin de soutenir, d'accompagner, d'endurer, la femme camerounaise est sollicitée. Mais lorsqu'on veut parler de piliers centraux du système, en tout cas dans le régime actuel, on ne voit personne. Et ça se voit dans tous les angles de la vie, de la société. Sur le plan économique, quand on voit les marchés, quand on voit les champs, ce sont les femmes camerounaises qui portent l'économie, du moins informelle, sur leurs épaules. Mais quand on regarde leur rôle, on voit que c'est un rôle de soutien et ce n'est pas un rôle de force motrice. Elles vont créer la richesse dans la mesure où c'est elles qui sortent les trucs des champs, dans les marchés, c'est elles qui font les bayam selam, c'est elles qui font le call box, c'est elles qui font tout ça. Mais paradoxalement, elles n'ont pas accès au même financement que les hommes. Elles vont diriger les petits commerces, patati patata, mais elles ne sont jamais incluses dans les grandes décisions économiques. Et pareil sur le plan politique. Quand il s'agit d'organiser les campagnes électorales, les femmes sont là pour chanter, danser, enfin non, je vais pas dire ça. Convoquer les masses, siffler avec les trucs. Mais une fois que l'élection est passée, elles ne sont pas dans les cercles de décision. Donc je trouve que actuellement, contrairement à la vision du MRC qui est effectivement de fait de la femme la jambe, voilà, au même titre que l'homme, actuellement la femme au Cameroun est une béquille et rien de plus. Tout à l'heure, je suis partie lorsqu'on parlait aussi par rapport alors je sais pas si ça a été évacué, aux protestations, à l'utilisation quelque part en tant que africaine camerounaise, je comprends l'importance de la pudeur dans nos valeurs, hein. C'est-à-dire que le corps dans notre société, c'est sacré, s'exposer en public, c'est quelque chose de voilà. Mais moi, je pense que on ne se pose pas les bonnes questions. C'est-à-dire que quand le corps de la femme est, est exhibé pour vendre un produit, pour séduire, pour divertir,
c'est accepté. Mais lorsque ce corps devient un outil de protestation, ça choque, ça dérange. Parce que ce n'est pas la nudité qui est le problème. J'ai l'impression que le problème, c'est le fait que la nudité soit reprise comme un acte de rébellion et plus comme un acte de soumission, de divertissement, de voilà. Donc pour moi, dire que ces femmes se dégradent, autant je ne partage pas ce mode d'expression, mais dire que ces femmes se dégradent, c'est imposer encore une fois aux femmes une définition extérieure de ce qui est digne et acceptable. Alors que la question qu'on doit se poser, c'est que si elles sont arrivées à ce niveau où elles se dénudent pour faire entendre leur voix, ça veut dire qu'il y a un problème, parce que je suis désolée, mais ce n'est jamais le premier. C'est-à-dire qu'une femme qui veut manifester, la première idée, ce n'est pas je vais me dénuder. Non, ça arrive toujours peut-être pas en dernier recours, mais bien après. Donc pour moi, la question qu'il faut se poser, c'est de se dire que pourquoi elles en arrivent là. Et Marlise tout à l'heure disait que quand une femme en Afrique, quand une femme se met à nu, c'était la malédiction. Mais moi, ce que ma grand-mère, enfin, on nous a toujours dit, c'est que c'est le corps nu d'une femme en colère qui est le symbole puissant. En fait, c'est ça la malédiction. Ce n'est pas tant les deux vont ensemble, mais ce n'est pas tant la nudité. C'est vraiment le fait de dire que une femme nue en colère, c'est vraiment ça. C'est un malheur pour ceux qui vont voir. Donc, il y a le en colère. Et donc, la question, c'est de se dire que qu'est-ce qui met cette personne en colère? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle se dénude comme ça? Et donc, recentrer le débat sur sur la cause, en tout cas, sur la cause de la contestation, de la manifestation, plutôt que sur le corps de la femme. Parce que quand c'est dans les publicités, dans les médias, on n'en fait pas grand, voilà. Donc, bien sûr, pour moi, il est important de réfléchir à des modes de protestation qui peuvent allier efficacité et respect des sensibilités culturelles. Mais toujours est-il que ce n'est jamais le premier recours, ce n'est jamais la première décision. Et historiquement aussi, je comprends Oshiga lorsqu'elle parle de la nudité quelque part comme qu'est-ce qu'elle a dit, se réapproprier son corps, parce que quelque part le corps des femmes a toujours été comme une sorte de territoire contrôlé par la société, la religion. On nous a dit comment s'habiller, comment se comporter, ce qui est digne, ce qui est indécent. Et donc finalement se réapproprier son corps, ça peut vouloir aussi dire que je décide par moi-même, de la même façon que moi je décide par rapport à ma culture, de me couvrir d'une certaine manière, de ne pas me dénuder, mais ça doit être ma décision et pas le fruit d'une imposition. Parce que c'est comme ça qu'on porte le mieux ses convictions, de se dire que j'ai ma longue robe parce que je le décide et pas parce que je sais pas, grand-père tel me l'impose. Donc pour moi, il y a aussi des féminines, c'est aussi de se dire que je vais exposer ce qui a été instrumentalisé pour reprendre le contrôle. Maintenant, est-ce que c'est réellement une libération ou est-ce que quelque part on n'est pas aussi en train de rejouer selon les mêmes règles d'un système qui consiste à dire que la femme ne s'exprime que par son corps et que même pour choquer, même pour revendiquer, elle doit encore utiliser son corps pour... Bref, on peut se poser 10 000 questions. Toujours est-il que redonner la liberté à la femme, c'est aussi s'abstenir de décider sur ce qui lui appartient, notamment son corps. Et je pense que c'est un premier pas à faire dans en tout cas dans la lutte pour l'émancipation et surtout l'autonomisation de la femme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Emma.
Je pense que dans... Merci. Peut-être avant de partir, Emma, si tu veux bien, pardon Jeanne de te couper. Emma, avant de partir, toi qui es donc militante du MRC, comment résonnent pour toi donc les paroles du professeur dans la pensée qu'il a publiée hier et que j'ai lue ici? Et si tu au besoin, n'hésite pas à me dire que je relise pour toi comme pour toutes les personnes qui sont là. Entre-temps, s'il vous plaît, continuons à tapoter, à partager. On ne peut pas être sur un live avec des femmes qui nous entretiennent avec des idées aussi pointues, aussi intéressantes et être simplement à ce nombre-là. Donc, tapotons et partageons, s'il vous plaît. Et puis, Emma, je te laisse réagir peut-être par rapport à la pensée du professeur publiée hier. Oui, non, moi, par rapport à cette pensée, ça traduit la vision, en tout cas que j'ai comprise, enfin, quand je lisais le programme du MRC. Il y a une volonté, peut-être quelque part, quand il dit qu'une société amputée de sa jambe ne peut pas bien marcher, c'est parce que quelque part, il y a une volonté, parce que, enfin, quelque part, il y a peut-être le constat que actuellement, on est en train de boiter. La société camerounaise est en train de boiter et le MRC ambitionne en tout cas de redonner à cette société toutes ses facultés et ça passe par la jambe déjà pour commencer, la rétablir. Il y a peut-être le bras qui va peut-être être tout le volet social, bref, tant de choses. Et en tant que militante, cette vision-là se traduit déjà dans le parti où je me sens avant tout militante, enfin camerounaise, avant de me sentir femme. Honnêtement, je n'ai pas encore... alors, ça va potentiellement arriver ou que sais-je, mais à date, je me sens avant tout comme une Camerounaise qui apporte sa pierre à l'édifice de la construction de son pays plutôt qu'une femme avec ses spécificités de femme. La preuve, voilà, il y a de la considération, il y a de la prise en compte, il y a de l'implication surtout lorsqu'il est question de décision et l'implication se fera au niveau des responsabilités et pas au niveau du genre. On va pas dire que non, on va convier les femmes, non, on va dire on va convier je sais pas les secrétaires départementaux, les communaux, voilà, il n'y a pas en tout cas je vis en tout cas la vision du professeur Maurice Kamto pour la société camerounaise, je la vis déjà au sein du parti. Et ce n'est pas pour rien que la femme camerounaise sur le logo du MRC porte le drapeau. Parce que quelque part, il y a dû donc avoir cette réflexion et cette conclusion selon laquelle le flambeau sera porté par la femme. Et une fois que ce sera fait, elle sera l'étendard, elle pourra impulser cette dynamique aux enfants parce que c'est elle qui les élève, aux hommes parce que c'est elle qui les soutient et finalement elle est au centre de tout. Donc pour moi c'est une vision qui prend déjà forme au sein du parti et j'espère qu'elle prendra forme dans toute la société camerounaise. Merci pour ton intervention en tout cas et pour ton témoignage par rapport à comment tu te sens au sein des structures du mouvement pour la renaissance du Cameroun, donc le MRC qui est notre parti commun. Je rappelle que Emma Rose comme moi, comme Jeanne, nous sommes tous militants en Île-de-France, que Laure Nouchang qui est ici militante actuellement retournée au Cameroun. Donc il y a des militantes qui sont là et qui sont sur le terrain et qui peuvent vous donner donc des retours pertinents sur comment est-ce que la femme se sent donc au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Deux choses simplement j'ai envie de compléter. C'est que d'abord, sur l'aspect effectivement de la femme éduque, la femme porte la famille, il y a un proverbe africain qui dit « Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer tout un peuple. » Parce que naturellement, une fois que tu transmets à la femme, c'est elle qui, déjà par les premiers moments de la naissance, est en contact avec les enfants, qu'ils soient garçons ou filles. C'est elle qui transmet, c'est elle qui parle aussi à son mari, qui peut lui faire entendre raison, lui faire reconsidérer un certain nombre de positions. C'est elle surtout qui peut elle-même être chef décisionnaire, c'est elle qui peut mener, comme le professeur Moïse Kamto le dit, la conduite des affaires de toute la société. Donc il n'y a pas d'amalgame de ce point de vue-là. Et je compléterai cela en disant que le proverbe qui a été mentionné ici, qui dit derrière un grand homme se cache une grande femme, c'est un proverbe occidental qui n'a rien à voir avec les logiques culturelles africaines dans lesquelles on voudrait revenir à une période où voilà, hommes et femmes se tiennent côte à côte et chacun joue pleinement son rôle pour l'épanouissement et de la famille et de la société et l'évolution de la société sans qu'il y ait une logique de tel domine tel, tel est devant tel et tel accompagne tel. Donc moi, je suis
plutôt partisan qu'on revienne à ces valeurs culturelles qui sont les nôtres, dans lesquelles justement la femme avait une place de reine, une place de choix, une place sacrée d'ailleurs. C'est pourquoi l'ensemble des rites, généralement autour de la vie, de la naissance, de la mort même, s'organisaient autour de la femme, que la société était totalement structurée dans l'économie aussi, comme ça l'est encore aujourd'hui. C'est bien de l'avoir mentionné, parce que l'économie finalement, on parle du secteur tertiaire, donc l'informel, mais il est totalement porté par la femme. Ce n'est pas un secteur qui est à prendre à la légère ou avec un peu de dédain, parce que naturellement, pour des économies comme les économies africaines, des pays gérés par des dictateurs qui sont des rois feignants, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un journal français qui avait titré ainsi d'ailleurs, le roi feignant à perpétuité, Paul Biya, il n'y a aucune possibilité que la société puisse évoluer au-delà d'une place où le tertiaire ou l'informel occupe presque 80% du tissu économique. Et si 80% du tissu économique est porté par la femme, il n'y a aucune raison de penser que celle-ci peut être reléguée au second rang ou considérée comme une béquille dans la société. Je te laisse, Jeanne, continuer la modération. Donc, Suga, si tu es prête. Merci. Alors, merci beaucoup à Emma Rose parce que elle a pu exprimer le fond de ma pensée de manière très claire, voilà, avec un très bon français. Donc, merci beaucoup. Et je voulais rajouter par rapport à nos cultures, notre culture, nos us et coutumes, je trouve que on met beaucoup de choses où beaucoup de gens se cachent pour soutenir leur point de vue, soutenir certains dogmes et tout, alors que au fond, si on remonte vraiment à l'origine, ça ne fait pas partie de nos cultures ou de nos coutumes, notamment la notion de nudité ou de pudeur. Ce sont des notions complètement, je parle bien de pudeur physique, hein. Ce sont des notions complètement occidentales avec les religions. Donc j'aimerais que, enfin, dans le meilleur des mondes, que nous les Africains, il y a un nouveau mot qui se balade sur la toile, les bantous, hein, c'est un nouveau truc, c'est à la mode. J'aimerais qu'on arrête cette hypocrisie où on met de côté la culture, la coutume quand ça nous arrange. Comme tout à l'heure, tu as dit, Fossing, que c'est beaucoup plus africain de dire, je paraphrase, hein, c'est beaucoup plus africain le fait que un grand homme se tienne auprès d'une grande femme et non comme ce que les Occidentaux nous ont appris que derrière un grand homme se tient une grande dame. Ça, c'est occidental. Mais quand tu écoutes les défenseurs de nos cultures, de notre culture et tout, ils vont nous dire que non, chez nous, la femme, elle est soumise à l'homme, alors que non, c'est encore des principes religieux, ça n'a rien à voir avec nous. Je tiens à rappeler que les premières reines du monde étaient africaines. Voilà, c'est en Afrique qu'on a reconnu que la femme pouvait diriger. Ça a commencé chez nous. Donc, toujours accuser les féministes de vouloir dominer les hommes ou je sais pas quoi. Le problème ne se posait pas parce que la femme avait une certaine place à l'époque justement où nos us et coutumes étaient dominantes. C'est avec la religion, les religions abrahamiques notamment, que la femme a perdu la place qu'elle avait. Donc c'est ce que je pouvais ajouter. Et par rapport à la pensée du professeur, si tu pouvais la relire, j'en serais ravie. Je serais reconnaissante si tu pouvais la relire. Mais oui, naturellement. À vos ordres d'ailleurs, je dirais. Donc je dis avec grand plaisir. Donc la pensée du professeur. Juste un tout petit instant, je le coupe. Donc je vais lire et d'un coup et donc d'une traite. Le professeur dit dans la pensée qu'il a publié hier, donc le lundi 4 mars, ceci. Femmes, il commence par la femme. Femmes et hommes constituent les deux jambes de la société humaine. S'il y en a une qui manque, la société devient une jambiste. Quand il s'agit d'un être humain, on dit qu'il est exproprié, mutilé, élevé.
tout comme celui de l'être humain. Une société amputée de sa jambe féminine ne peut marcher normalement, ni aller vite, ni aller bien loin. Je n'ai jamais compris les raisons de la pratique des inégalités entre hommes et femmes, hormis les considérations physiques et encore, précisez bien et encore, parce que ce n'est même pas vrai. Non, nous n'avons pas encore suffisamment réfléchi à ce sujet dans nos sociétés. En dédiant une journée internationale à la femme, le monde voulait nous amener à une telle réflexion, en plus de rendre hommage à ce pilier de la société en tant que mère, compagne, gardienne des vies, travailleuse nantie de toutes les compétences. De toutes les compétences. Il termine en disant donc, puisse la femme camerounaise oublier un moment en cette journée qui lui est dédiée, le pagne, l'alcool et la dépravation des mœurs, pour réfléchir à la place qu'elle entend occuper dans l'édification d'une nation moderne et rayonnante, où elle a les mêmes chances et les mêmes droits et devoirs que les hommes, y compris la vocation à conduire les affaires de notre pays, c'est-à-dire la vocation à être président de la République, ou président de la République si tu veux. Donc voilà, c'était ça la pensée qu'il a partagée hier. D'accord. Je peux en dire quelques mots? Oui, naturellement. Allez. C'est le but. D'accord. Donc, les mêmes chances, je ne suis pas sûre, mais les mêmes droits, c'est certain, même si on doit se battre pour les obtenir. Donc, voilà. Pour moi, limiter la réflexion aussi au 8 mars, je pense qu'on devrait réfléchir à notre condition tous les jours et pas seulement s'arrêter le 8 mars pour en parler, parce que si on peut rester sobre le 8 mars, on peut se saouler la gueule le 7, le 6, le 9. Et donc, c'est pas mieux. Pour moi, vraiment, on accorde trop d'importance, encore une fois, à ce que les femmes font de négatif le 8 mars. Je pense qu'on devrait plus s'attarder sur ce qu'on ne fait pas tous les jours de l'année. Et ça revient à l'éducation. Je pense que si les femmes prennent le 8 mars comme exutoire, c'est aussi que beaucoup, comme les intervenantes précédentes l'ont dit, beaucoup sont brimées, beaucoup ne peuvent pas sortir, se lâcher, s'exprimer et tout. Et donc, le gouvernement forcément a instrumentalisé cette journée pour permettre aux femmes de s'exprimer dans toute leur part aussi sombre, parce que ça reste des êtres humains. Je veux dire, autant nous sommes les mamans, les sœurs, les filles, nous sommes aussi des êtres humains avec leur part de vice. Il faudrait que la société l'accepte et qu'on ne se focalise pas sur le 8 mars, parce qu'il y a des femmes qui vivent le 8 mars tous les jours de l'année. Voilà, ou alors plusieurs jours dans l'année. Donc je crois que on devrait un peu sortir de cette obsession du 8 mars là et observer plus globalement comment nous nous comportons dans la société. Je crois que c'est vraiment plus de notre responsabilité à nous les femmes que celle du gouvernement. Voilà, le gouvernement peut eux ils vendent leur pagne. Ils ont un commerce à faire tourner. Ils ont des cerveaux à laver pour continuer de piller le Cameroun. Forcément, si les femmes ne sont pas vigilantes, bah les hommes ne le seront pas, parce que comme tu l'as si bien dit, ce sont les femmes qui font les hommes, ce sont les femmes qui font les femmes. Donc c'est à nous d'être vigilantes. Il y a aucune société qui va nous faire des cadeaux. Donc c'est à nous de nous éduquer, c'est à nous d'être vigilantes, c'est à nous de nous libérer la pensée. Voilà, j'entends bien. Je ne dis pas libérer les cabas et les sous-vêtements. Donc voilà, je m'arrête là. Ok, Marlise, est-ce que Marlise est là? Sinon Laure, hein? Il y a aussi Carolinea qui n'a pas réagi déjà. Elle n'a pas encore réagi. Elle est arrivée. Ben, on va lui donner la parole. Bonjour. Bonjour. En fait, j'étais pas là au début. J'ai regardé le programme du professeur, mais il y a un truc
en fait, il y a un truc dans son programme qui n'est pas mentionné, les lois matrimoniales. Parce qu'on sait qu'en Afrique, beaucoup de femmes se sont retrouvées en précarité suite, par exemple, au décès du mari. La famille s'est accaparée les biens, la femme n'a rien eu. Donc, est-ce que le professeur a réfléchi à mettre des lois pour protéger les femmes, par exemple, quand elles sont mariées, par rapport à tout ce qui est, comment je veux dire, financier, quoi? Je peux répondre? Oui. Ah, Alors, quand vous dites que c'est absent du programme, moi je pense que non. Dans la réforme institutionnelle, quand on parle de la réforme de la justice, ça fait partie de la réforme de la justice. Maintenant, quand le programme mis à jour va sortir, peut-être qu'il y aura un paragraphe essentiellement là-dessus, mais je ne pense vraiment pas que ce soit oublié. On en parlait hier justement, je disais, les femmes, quand elles sont veuves, elles ont du mal à récupérer souvent les héritages, et même quand elles veulent divorcer. Et je pense qu'en réformant la justice, ce sont des choses qui vont s'équilibrer naturellement. Donc ce n'est pas quelque chose qui est oublié. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra peaufiner, mais ça, pour entrer vraiment dans le programme, il faudra voir ce qui a été proposé et tout ce qui est écrit. Mais il y a ce qui est écrit et il y a ce qui va se faire sur le terrain. Parce qu'un programme, ça donne des grandes lignes. Ça ne peut pas vous dire exactement, parce que tous les cas qu'on va avoir au niveau des êtres humains, des citoyens camerounais, on ne peut pas les écrire ligne par ligne, sinon on fera un programme de 1000 pages, quoi. Oui, et c'est déjà ça. Et puis pour ajouter d'autres éléments à ce qui a déjà été souligné par Jeanne, il faut noter que la question actuellement est plus au niveau justement de l'application des lois. Ce n'est pas au niveau du manque de lois et de textes législatifs qui parlent et qui traitent de ces sujets-là. Parce que lorsqu'une personne décède au Cameroun, les lois qui sont déjà en vigueur au Cameroun permettent déjà de savoir comment sont répartis les biens laissés par le découp, juste comme le terme juridique le dit, c'est-à-dire par le défunt ou la défunte. C'est prioritairement donc les enfants en bas âge et conjoints et conjointes ou conjointes qui bénéficient des biens laissés par une personne qui décède. D'autres personnes proches peuvent bénéficier, mais dans des cas extrêmement rares. Et il faudrait pour cela qu'il y ait un testament qui leur donne ces droits-là. Par contre, ceux qui, légitimement, même sans qu'il y ait de testament qui dit donner tel pourcentage de mes biens à ma femme, tel pourcentage à mes enfants, c'est déjà régi par les lois camerounaises actuellement, par les codes qui sont en vigueur au Cameroun actuellement, c'est-à-dire la répartition avec le pourcentage même qui est dédié à chacune des composantes de la famille, c'est déjà réparti. Le problème qui se pose actuellement au Cameroun, c'est celui justement de la réforme de la justice qui va permettre l'application des lois. C'est-à-dire qu'on a un système judiciaire aujourd'hui qui est totalement gangréné par la corruption, mais qui est surtout totalement soumis à un exécutif, dans la mesure où celui qui dirige le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le chef de l'État. Ce qui crée une cohabitation plus ou moins incestueuse, excusez-moi le terme, entre ces deux pouvoirs-là. Pourquoi? Parce que l'une des notions fondamentales qui permettent de faire en sorte qu'un État fonctionne normalement, un État dit démocratique fonctionne normalement et sans qu'il y ait de violation de la loi, c'est la séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs-là prévoit que celui qui est en charge de l'exécutif, donc le président de la République, n'ait pas la possibilité d'influencer sur celui qui est en charge du judiciaire, donc les juges et les magistrats. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun aujourd'hui parce que, d'après la Constitution et les textes du Cameroun, le président de la République est le chef supérieur de la magistrature. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme les magistrats et il les révoque. Ça donne tellement de pouvoir à l'exécutif, donc au chef de l'État et à tout son gouvernement, que les juges sont obligés de se plier à ces gens-là parce que la carrière des juges en question est totalement régie par l'exécutif. Et ça montre encore une fois l'un des échecs du régime de M. Biya. Celui justement d'avoir totalement gangréné ou métastasé non seulement l'exécutif, mais aussi le judiciaire, qui est totalement inféodé. C'est pour ça que les magistrats, donc, qui savent très bien qu'ils doivent leur nomination au président de la République, lorsqu'on a nommé Clément Atangana, président de la Cour suprême, vous voyez l'émotion de soutien, l'effet
les danses et tout, et puis toutes les paroles dithyrambiques pour le président de la République, comment vous pouvez vous attendre d'une telle personne qu'elle puisse rendre en toute impartialité la justice au moment où elle sera consultée? C'est la même chose pour les juges qui jugent donc les procès qui concernent les familles, y compris les femmes. Quand il va donc s'agir d'un procès dans lequel il y aura soit de la corruption parce que quelqu'un est venu mettre des pots de vin, soit du trafic d'influence parce que des gens de l'exécutif, donc des gens du gouvernement ou du régime en place, viennent dire il faut trancher dans l'avantage de telle et non pas de telle autre personne, les magistrats vont toujours se limiter à faire le contraire de ce qu'ils devraient faire, à savoir rendre la justice au nom du peuple camerounais. C'est ce que la loi prévoit. Ils sont là à notre service. Eux, comme le président de la République, exactement comme ceux qui font les lois. Donc, ce n'est pas tant le manque de loi qui est ici le problème, c'est plutôt l'effet néfaste du régime en place sur l'ordre judiciaire au Cameroun, qui entraîne donc une justice qui ne peut pas rendre la justice de manière totalement transparente, excusez la tautologie ou la répétition. Elle ne peut donc pas faire son travail en toute indépendance parce qu'elle est totalement inféodée ou soumise au gouvernement en place par les lois du Cameroun. C'est pourquoi vous allez donc noter, et Jeanne le soulignait d'ailleurs, que la réforme institutionnelle prévue au chantier numéro 1 du programme de gouvernance du MRC prévoit justement la réforme de la justice. Et ça ne sera plus le président de la République qui va présider le Conseil supérieur de la magistrature. Ça sera soit le président de la Cour suprême, anciennement donc qui était la juridiction la plus haute, ou potentiellement même le président du Conseil constitutionnel, mais ce sont des juges qui vont présider leur propre ordre, et donc il n'y aura plus la main mise du président de la République sur le judiciaire et donc sur les juges, qui va faire en sorte que tous ceux du régime peuvent avoir une influence en disant si tu ne veux pas rendre la justice dans le sens qui m'est favorable à moi, je demande à mon patron, qui est le chef de notre régime, de te destituer et ta carrière est terminée en tant que magistrat. Donc, pour répondre donc clairement à votre question, c'est simplement la réforme de la justice qui est déjà prévue par le MRC qui va résoudre ce problème-là. Pas parce que les textes manquent. Encore une fois, les textes existent déjà qui répartissent les biens lorsqu'une personne décède, y compris un mari, si sa femme reste. La loi a déjà prévu le pourcentage des biens du mari qui sont dédiés à la femme et le pourcentage qui vont aux enfants. Que ce soit une femme dans un foyer monogamique ou polygamique, peu importe, la loi prévoit déjà la répartition pour éviter qu'il y ait des discussions même entre une mère et ses propres enfants sur les biens de quelqu'un qui décède. Mais l'inverse marche aussi, ce n'est pas que pour la femme, ça marche également si c'est la femme qui décède et si c'est l'homme. La loi est à caractère général et impersonnel, comme c'est dit généralement, ce qui veut dire que ce n'est pas à tête chercheuse, ce n'est pas simplement pour favoriser la femme que cela est dit, c'est pour l'ensemble de la société camerounaise que cela est régi de cette façon. Le problème, encore une fois, que vous soulevez est simplement celui d'un régime totalement néfaste, totalement nécrosant, qui est en train de tuer toutes les sphères de la société camerounaise et laisser donc une anarchie totale, y compris d'un point de vue du rendu de la justice, donc de l'application des lois au Cameroun, ce qui entraîne les situations que nous sommes en train de déplorer. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, ça a répondu. Et il y avait aussi un deuxième volet que je voulais avoir. Ça concerne les enfants. Est-ce qu'il y a un proposal, on sait qu'en Afrique, on a le système de la famille large. Par exemple, qu'un enfant se retrouve orphelin, c'est l'oncle qui va l'élever. Mais on sait tous qu'il y a eu beaucoup de cas de maltraitance et d'abus chez certains enfants qui sont allés vivre, je veux dire, chez certains oncles. Je dis, est-ce qu'il y a un programme, par exemple, pour les enfants orphelins ou les pupilles de la nation, quoi? La prise en charge des enfants qui n'ont pas de parents et dont la famille, proche ne peut pas prendre en charge, comment ça va se passer en fait? Bien, pour les pupilles de la nation, c'est déjà prévu. Ouais. Est-ce que je peux rajouter une question, Faustine, comme ça tu enchaînes? Oui, vas-y. Ouais. Là, vous avez parlé d'héritage. Qu'en est-il? Enfin, là, c'est le droit familial. En cas de séparation, on connaît les cas où les hommes, quand ils veulent plus d'une femme, ils la mettent dehors avec les enfants. Est-ce qu'il y a déjà une loi prévue, voilà, pour ça? Mais encore une fois, on en revient toujours au même principe, hein, pour toi, Oshiga. C'est celui de l'application des lois. Il n'y a aucune loi qui donne la possibilité à un homme, parce qu'il se lève un matin, il n'est plus content, ou il a trouvé une autre dehors qui lui donne plus satisfaction. Il décide comme ça de but en blanc de mettre une femme à la porte. La première des démarches à faire, c'est toujours de se rapprocher des spécialistes du droit qui vont vous dire comment est-ce qu'il faut procéder dans ces cas de figure-là. Il est possible justement de faire un constat d'huissier
qui va venir, donc un huissier qui va venir sur place constater donc que le mari vous a mis à la porte. Il va venir interroger le mari en question et sur la base justement des éléments qu'il va remonter, vous pouvez ouvrir une procédure judiciaire, soit pour réintégrer votre foyer si vous le souhaitez, soit pour dire ce monsieur m'a mis dehors. Si je rentre chez lui, je risque peut-être de faire face à certaines déconvenues qui peuvent être importantes. Je ne souhaite pas y rentrer et sur cette base-là, faire rendre la justice en votre faveur. Parce que vous avez tout à fait le droit, lorsque l'huissier a constaté la véracité de votre affirmation, de partir sur le constat d'huissier pour que la justice vous soit rendue. Mais encore une fois, il faudrait que la justice soit libre et indépendante. C'est ça le véritable problème au Cameroun aujourd'hui. Quand vous avez un pays dans lequel tous les magistrats sont nommés par le président de la République, et même, pas seulement le président de la République, même le ministre de la Justice gère en quelque sorte avec le président de la République la carrière des magistrats. Donc c'est tout le gouvernement en fait, c'est tout le régime qui a la main mise sur la justice. Et dans ce contexte-là, la justice très souvent a tendance à ne pas dire le droit comme le terme consacré le dit, et plutôt à donner des faveurs à des personnes, soit par le biais de la corruption, parce que ce n'est pas tout le monde qui passe par le régime, ça peut être des gens qui viennent simplement par la corruption. Et encore une fois, ils vont mettre la femme à la porte, et puis rien ne va s'en suivre parce que on a monnayé ou parce que la femme quelque part n'est pas allée réclamer ses droits. D'où la nécessité aussi de l'éduquer, de la former, de la sensibiliser à ses droits, mais surtout de sensibiliser d'une manière large l'ensemble des citoyens camerounais. C'est ce que le MRC fait le mieux en général. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous verrez que on va passer le temps ici à expliquer et le programme de gouvernance et les aspects de la loi camerounaise. C'est ce que sur tous les panels, sur tous les plateaux de télévision, vous verrez toujours les avocats qui sont du MRC ou les communicants du MRC en train d'essayer de faire, de dire aux gens, soyez conscients des droits que vous avez dans votre société. Le premier des droits qui est le droit fondamental, c'est de savoir que vous êtes des citoyens à part entière, comme tout le monde. Je vous assure que le jour où on part au vote, quand on arrive dans l'urne, une Camerounaise, un Camerounais, votre bulletin de vote a la même valeur, le même poids que le bulletin de vote de M. Paul Biya, président de la République en exercice par trucage des élections. C'est le même poids. Son vote ne vaut pas deux. Pour tous les autres citoyens, c'est pareil. Donc la justice doit être rendue à la femme comme à tous les citoyens camerounais. Il est simplement question qu'elle en soit consciente. Et pour cela, il faut simplement éduquer la population, mais principalement la femme, parce qu'elle est doublement dominée, comme le disait Thomas Sankara. Pour en revenir à l'aspect qui a été souligné par la sœur Kaolina, c'est simplement de vous faire remarquer que le MRC a touché énormément d'aspects. Il y a l'aspect social, qui est beaucoup plus large. Si on veut rentrer dedans, c'est que je vais totalement sortir du sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la femme. Mais pour les pupilles de la nation, par exemple, c'est prévu qu'il y ait une prise en charge de l'éducation et autres. Parce que c'est des gens qui ont sacrifié leur vie, par exemple, pour le pays. Vous imaginez un soldat qui va pour défendre les frontières du Cameroun à Bakassi, qui tombe sur le champ de bataille pour la patrie, pour le drapeau, et dont les enfants, par la suite, parce que abandonnés à une veuve qui n'a pas les moyens de subvenir à leurs besoins, ne sont pas en mesure d'aller à l'école. C'est une situation totalement absurde. Exactement comme pour les descendants des héros nationaux. Ce n'est pas pour rien que le MRC dit, nous allons construire un panthéon des héros. La vision du professeur est bien claire là-dessus. Parce que non seulement il faut, comme la loi de 91 les a réhabilités, mais il faut pousser plus loin. Nous disons, on ne va pas simplement se limiter à les réhabiliter. Il faut également les célébrer. Or, quand tu célèbres un héros, c'est que ses enfants deviennent des pupilles de la nation. Parce que il est héros, pourquoi? Parce qu'il a rendu des services à l'État, il a rendu des services à la nation, dont la nation, lui, restera indéfiniment reconnaissante. D'où la notion justement de pupille. Mais si on veut rentrer dans ce que le MRC prévoit pour les enfants, les orphelins et autres, là c'est le chantier 4 qui est le social, on pourra revenir dessus. Par contre, ce chantier 4 qui est donc le pilier du programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto et donc du MRC, ça traite spécifiquement en premier de la femme. Je préfère qu'on aille dans l'ordre et la discipline, qu'on traite d'abord de la femme aujourd'hui. On aura le temps largement de revenir sur l'ensemble des autres composants de la société et de lire intégralement le programme de gouvernance du MRC comme je vous l'ai promis. Fin du mois de mars, début du mois d'avril, on va commencer les exercices justement de lecture. Donc il n'y aura pas que les lives du lundi. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous. Tous les lundis, je fais le décryptage de la pensée du professeur Maurice Kamto.
Et c'est là où on voit par exemple que ce lundi, il parlait de la femme camerounaise, il parle de d'autres sujets. Il a parlé du tribalisme notamment, en disant quand je vous parle du monde, vous me parlez de votre village et de la haine que vous portez à votre voisin. Donc c'est comme ça qu'il exprime la manière dont il voit la société camerounaise tous les lundis depuis 56 semaines. Donc ça fait plus d'1 an qu'il nous partage sa pensée tous les lundis. Donc n'hésitez pas à suivre ma page. Les lundis, c'est entre 20h et 22h en fonction de mes contraintes que je me connecte pour lancer le live sur cette question-là. Mais je vais rajouter des éléments comme les lois, notamment la constitution du Cameroun. Peu de gens savent ce que la constitution prévoit. Peu de gens savent que c'est nous tous qui détenons la souveraineté. Quand on dit la souveraineté, c'est le pouvoir. Ne voyez pas ça autrement. Le pouvoir que M. Biya a, le pouvoir que vous voyez un parlementaire avoir, le pouvoir que vous voyez un juge avoir, c'est vous qui le lui donnez. C'est nous qui le lui donnons. C'est parce que chacun d'entre nous est présent qu'ils sont puissants. S'ils ne sont pas là, ils ne sont rien. Les 3 composantes qui constituent une nation ou un pays ou un État sont le territoire, la population et un gouvernement. Mais le gouvernement n'a aucun sens si on enlève la population. Or, c'est nous la population. C'est la somme de tous les individus que nous sommes qui donne donc le pouvoir. Imaginez un chef d'État qui est dirigeant d'un État qui compte 5 individus. Quel est le pouvoir qu'il peut avoir? Même s'il veut s'organiser pour faire des routes, des ponts, comment 5 personnes vont pouvoir faire ce travail-là? Ce n'est pas possible. Ça vous donne simplement d'une autre manière, c'est-à-dire d'une façon imagée, l'idée que c'est parce que nous sommes 30 millions de Camerounais qu'eux, ils peuvent avoir un certain pouvoir. Et c'est nous qui leur déléguons ce pouvoir-là. Comme la constitution du Cameroun d'ailleurs le dit, la souveraineté, article 2, appartient au peuple camerounais qui l'exerce par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement. C'est simple. Ils ne sont que des intermédiaires pour exercer notre pouvoir. C'est la première prise de conscience qu'il faut que les Camerounais aient, qu'ils soient femmes ou hommes. C'est la première des choses. Et c'est pourquoi je dis il est important et indispensable, à mon sens, qu'on aille également, outre la pensée du professeur, outre le programme de gouvernance, dans les textes, la constitution du Cameroun. Comment notre pays est organisé? Comment sont les institutions de notre pays? Comment ça fonctionne? Quelles sont les lois, justement, qui régissent, justement, la façon de fonctionner du président de la République, du Sénat, du Parlement, de l'Assemblée nationale, des juges et des magistrats? Comment est-ce que tout cela fonctionne? On va donc le faire ensemble, tous ensemble. Ça sera probablement un autre jour de la semaine que le lundi, donc, entre le mercredi et le vendredi, très probablement aussi. Je vous tiendrai au courant. Mais on va commencer cet exercice-là également sur ma page très bientôt pour compléter ce que nous faisons déjà. Donc, je me répète, pour finir, on ne va pas traiter spécifiquement des orphelins et autres aspects qui sont dans le chantier numéro 4 du programme de gouvernance, le social. On va donc se limiter à la femme aujourd'hui parce que c'est elle dont il faut parler aujourd'hui. Mais on reviendra amplement dessus. Suivez simplement ma page et vous aurez l'occasion d'avoir toutes vos questions, les réponses à toutes vos questions à ce moment-là. Faustin. Alors, je vais juste revenir par rapport à ce que aux questions qui ont été posées par Kaolinette et puis Oshiga. Quand on parle de la femme, par exemple, je vais prendre un exemple. Hein. Il y a des lois déjà qui existent, mais qui ne sont pas appliquées. Donc aujourd'hui, le MRC va s'atteler à ce que ces lois soient appliquées et surtout qu'elles soient améliorées dans l'intérêt de la femme. Je vais prendre un cas. Une femme qui se marie et qui se rend compte que l'homme qu'elle a épousé ne s'est pas présenté, je sais pas, avec pas forcément avec sa vraie identité. Mais il y a en droit civil, en droit de la famille, dans le code de la famille, il y a ce qu'on appelle l'erreur sur la personne et sur les qualités essentielles de la personne. Et c'est cause de nullité d'un mariage. C'est-à-dire que si un homme se présente pour épouser une femme avec certains arguments et que la femme se rend compte qu'ils sont faux, à partir du moment où elle peut prouver que elle l'a épousé sur ces arguments-là, elle a le droit de demander le divorce. Aujourd'hui, il y a eu des cas déjà de jurisprudence, mais où on a plutôt forcé la femme à rester dans le mariage parce qu'il y avait les enfants, parce que ci, parce que ça. On dit, voilà, tu peux pas partir, vous êtes déjà mariés, bon, tu restes. Il y a des cas où on a par exemple un homme qui vit en France, il a gardé une relation au Cameroun, il va au Cameroun, il se marie, alors qu'en France, il est marié sous le régime monogamique. Sa famille accepte les 2 mariages. Moi, j'ai un cas précis d'une cousine, quand elle s'en est rendue compte, elle est partie au Cameroun, elle a porté plainte, elle a fait annuler le mariage. Ça, c'est le genre de choses qui nous conforte dans l'idée que c'est à nous de défendre nos droits.
C'est pas quelqu'un qui le fera pour nous. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font, qui vont porter plainte au point où on annule le mariage. Non seulement on a annulé le mariage, mais derrière, elle a demandé le divorce et elle lui a dit, OK, maintenant tu peux aller te marier. Elle voulait simplement lui montrer que elle pouvait le faire et elle l'a fait. Mais il y a beaucoup de cas où les femmes ne le font pas. Et là, vraiment, je vais pas arrêter de le marteler. C'est à nous, les femmes, de récupérer nos droits. Voilà. Donc, ça passe par l'éducation. Faisons tourner la parole vite, Jeanne, parce que là, j'ai un petit souci. Mais, Un fil à retordre. alors, Mais c'est pour ça que Jeanne a dit, Maï, c'est pour ça que Jeanne a dit que le MRC entend d'abord faire une réforme de la justice. Elle l'a bien précisé. C'est-à-dire que on n'entend pas continuer avec le système. Ils m'ont époumoné. Oui. Donc, ils m'ont essoufflé. Mais parce qu'on dit, effectivement, nous le disons depuis, que la justice est gangrénée par les éléments que j'ai déjà soulignés. On ne va pas revenir dessus. Mais pour essayer d'avancer. Que tu n'as pas de relation, donc, tu as ton argent. Pardon, Maï, il faut qu'on avance. Pourquoi? Parce que j'ai un souci, Jeanne, je le précise, j'ai un souci, c'est que mon téléphone, je ne sais pas ce qui se passe, il ne charge pas. J'ai 14% de batterie. Je vais essayer de le maintenir, mais on va poursuivre le live en espérant que d'ici là, ça fonctionne. Je l'ai débranché. Je l'ai déjà fait, j'ai tout tenté. Donc, on va continuer rapidement pour éviter de ne pas faire ce qu'il y a à faire. Donc, on tourne la parole et puis on va lire rapidement le programme de gouvernance. OK. Concernant la femme. Bonsoir. Bonsoir. Je suis pas dans un monde très femme. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Et surtout pour Fautine, Monsieur Fautine, pour qui je découvre justement, parce que c'est depuis le 15 janvier que j'ai fait la connaissance, ou que je découvre qui est Fautine, un monsieur très engagé. Il était avec la famille Oumbebe et Wandji et Fautine, je crois. Fossi Jacob, la fille, la maman, fille de Fossi Jacob, qui est notre leader, un pionnier de l'indépendance du Cameroun, qui s'est jeté du haut des chutes de la Métier avec le commandant Outarde, un commandant français, c'est qui a arrêté les exécutions sommaires des résistants camerounais qui étaient justement jetés du haut des chutes de la Métier, effectivement. Tout à fait, oui. Donc, à partir de ce jour, je commence à être... je me fidélise tout doucement. Et dans Chantal, c'est des pertes. En fait, nous, on se connaît sur le plan, on va dire, virtuel, mais physiquement, on ne se connaît pas. Mais on se connaît sur le plan des idées. Et on a beaucoup de choses en commun. Et donc, il y a une dame ici, Lornoutran, je pense que Lornoutran, c'est une dame avec qui on était... à Paris, une fois où Madame Doki est sortie de la prison avec Okale Ebodé. Ils sont venus à Paris pour nous remercier par rapport à tout ce qu'on faisait, le combat que nous on menait. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Lornoutran. Donc, okay. Vous avez envie de dire quelque chose sur le sujet, le programme qui concerne les femmes? C'est sur ce sujet-là qu'on est aujourd'hui. Par rapport aux femmes, sans être femme, je pense qu'on est tous concernés parce que c'est la femme qui soulève l'homme. C'est la femme qui rend, qui fait que l'homme, qui éduque l'homme en fait, qui éduque le masculin, on va dire. S'il faut avoir un discours féminin, je sais pas, je peux pas être dans le corps de la femme, mais toutefois, je suis très content de savoir ce que vous partagez, mais je vais vous dire en tant que quelqu'un qui a fait un peu la physiologie, que la femme, pour être plus libre, doit maîtriser sa physiologie. La physiologie, c'est-à-dire la physiologie de la reproduction, et à partir de là, il y a
la femme doit être encore doit avoir plus sa maîtrise. Donc, Mais ça, c'est un élément sur lequel on va revenir, hein. Donc là, vous ouvrez une porte qui est déjà plus ou moins ouverte parce que c'est ce que nous allons lire tout à l'heure. Le programme de gouvernance du MRC notamment prévoit des questions de planning familial et d'éducation de la femme sur ces questions justement de la natalité, de la procréation, mais pas que la femme. Ça, c'est ce qui est innovant. C'est un programme qui va s'adresser et au jeune homme et à la jeune femme, comme nous allons le lire tout à l'heure dans le programme de gouvernance. Et c'est ce que les femmes d'ailleurs disaient ici, qu'il ne faut pas simplement se focaliser à vouloir éduquer la femme. Il faut que l'homme aussi soit éduqué à considérer la femme différemment, à voir les questions qui sont les questions finalement de la société, mais qui ont trait à la femme de manière totalement différente de ce qui est fait aujourd'hui. C'est déjà prévu, en tout cas. Je vous laisse terminer. Et merci pour vos remarques, en tout cas, qui nous encouragent à continuer dans le sens de ce que nous faisons. Donc, merci de vous abonner et de partager. Continuons à tapoter et à partager en bas, s'il vous plaît. D'accord. Donc, au-delà du fait que, vous savez, c'est assez difficile de prendre position ou de dire des choses qui, surtout qu'on n'était pas préparé pour cela. Mais toutefois, on a des personnes comme Jean Chantal, Marlise, et Marose, que j'ai écouté tout à l'heure. C'est des personnes qui sont suffisamment aguerries pour parler de la femme. Mais toutefois, on écoute et si on a des remarques ou des injonctions, on ne manquera pas à faire des remarques, quoi. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole rapidement avant que Footing ne continue? L'une de vous? Laure, Marie, Vanessa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis monté avec ma question. J'espère que je vais pas sortir du sujet. Bon, je voudrais savoir si je pouvais avoir un peu l'histoire de Kamdem Ninin, ou c'est Ninim, ou c'est Ninin. Je sais pas si peut-être quelqu'un voit de qui je veux parler. Kamdem Niyim, mais on est sur le sujet de la femme. Kamdem Niyim, ce n'est pas une femme. Comment est-ce que vous voulez qu'on sorte du sujet pour aller dans ça? Non, c'est bon, merci. Je demande vraiment pas. Même une prochaine fois. Je sais qu'on est sur les lives constamment. Régulièrement, tout à fait. Donc n'hésitez pas, une prochaine fois, on y répondra volontiers. Mais oui, on pourra revenir sur la figure de Kamdem Niyim. Vas-y sur le programme alors. D'accord. Donc s'il n'y a pas de réaction, on va donc essayer de parcourir ensemble le programme de gouvernance du MRC, notamment son aspect social. C'est le chantier numéro 4 du programme de gouvernance et donc du MRC. Et c'est un chantier qui est entièrement dédié donc à la femme camerounaise. Ce chantier-là, en tout cas même avant de rentrer dans ce chantier, on va revoir comment le professeur Maurice Kamto lui-même perçoit la femme camerounaise, même dès les premiers mots de ce programme de gouvernance, c'est-à-dire avant même la question de la femme. Vanessa qui est partie et qui est revenue, si tu veux aussi dire quelque chose, n'hésite pas à interrompre, hein. Tu as le droit de prendre la parole, tout comme Marlise et Laure. Donc exprimez-vous librement. On va essayer de tenir rapidement avec le peu de batterie qu'il y a. Mais en attendant que vous preniez la parole lorsque vous en avez besoin, je vais donc dire que le professeur Maurice Kamto, lui, par exemple, dès l'entame de son programme de gouvernance, les toutes premières lignes disent ceci: Camerounaise, Camerounais, et il commence toujours à chaque fois par la femme. Mes chers compatriotes, au cours des 5 dernières années, j'ai sillonné patiemment le pays à votre rencontre pour mieux écouter, observer, comprendre et surtout apprendre de vous. Ça, c'est ce qui est intéressant chez lui. Et c'est ce qui est intéressant chez le MRC. Apprendre ne nous dérange pas de ceux qui sont les principaux concernés. Parce que c'est résoudre leurs questions, leurs préoccupations qui donnent un sens à ce que nous faisons et au projet que nous portons. Je continue donc la lecture. 5 années à croiser la souffrance des jeunes en désarroi, sans qualification ou des diplômés sans emploi, une jeunesse camerounaise désœuvrée et sans avenir. Ils n'ont plus comme alternative que celle de braver le désert du Sahara et la mer Méditerranée au risque, certains, d'y laisser leur vie et d'anéantir l'espoir infini de leurs parents. La partie qui m'intéresse ou qui nous intéresse dans le cadre de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la suivante. 5 années à rencontrer des femmes courageuses, dotées d'une capacité insoupçonnée de créativité et dont
l'endurance face à l'épreuve de la vie, face aux épreuves, de la vie, continue de forcer mon admiration. Elle souffre, mais ne baisse jamais les bras. Voilà ce que dit un homme de ce qu'il pense de la femme. Ce n'est donc pas un hasard si son texte d'hier revient ou rejoint plutôt de manière exacte ce qu'il a déjà dit dans son programme de gouvernance depuis 2012, dans la proposition qu'il avait pour la société camerounaise. Il est quelqu'un qui est au contact de la femme, mais qu'il ne considère pas comme un faire-valoir, comme un élément qui vient simplement compléter les hommes. Non, elle a toutes les capacités et elle a son admiration. Ce n'est pas pour rien qu'il peut donc dire que pour lui, la femme camerounaise doit savoir qu'elle peut occuper tous les rangs dans la société camerounaise et qu'elle peut remplir toutes les fonctions, y compris la fonction suprême, celle de guider donc notre nation. C'est quelque chose qu'il a déjà dit donc depuis le début, qu'il pense parce qu'il y reste attaché et qu'il le confirme à chaque fois dans toutes les sorties qu'il fait. Et là, je vais donc continuer cette petite lecture en disant que si le professeur le dit, il dit ensuite que 5 années à lire sur les visages fiers, de parents fiers, l'inquiétude et le désespoir, de devoir affronter quotidiennement l'accumulation des charges multiformes qu'engendre un système éducatif en pleine déliquescence, un système de santé qui donne plus la mort que la vie, une insécurité toujours grandissante et pour couronner le tout, un chemin du calvaire pour pouvoir percevoir une maigre pension de retraite toujours aussi rare, malgré une carrière professionnelle longue et difficile. En somme, j'ai parcouru le nouveau Cameroun, à nouveau le Cameroun, mon pays, notre pays, le Cameroun des villes, comme le Cameroun profond, celui des villages sans une goutte d'eau potable et sans une lueur d'électricité. Je me suis souvent fondu dans la population des couches les plus modestes et ai touché du doigt son extrême souffrance, le poids de l'injustice sociale et de la pauvreté abjecte dont elle est victime. Il s'agit d'un pays dévasté qui, 60 ans après son indépendance, va mal, vit très mal et ne trouve pas sa voie. Mais mon périple dans le Cameroun profond m'a aussi permis de constater que malgré cette situation dramatique, la plupart des Camerounaises, encore une fois, il revient, c'est pour ça que je voulais terminer cette lecture, il revient toujours sur l'aspect prépondérant de la femme des Camerounaises avant les Camerounais. Donc, la plupart des Camerounaises et des Camerounais restent confiants en l'avenir. Ils m'ont inspiré la force et l'endurance dans le combat pour le changement. Le Cameroun dont ils rêvent, c'est un Cameroun uni et fort dans sa riche diversité, un Cameroun rassemblé, apaisé, à la prospérité partagée, un pays rendu à ses femmes et hommes d'une grande dignité qui ont l'ardeur au travail, la soif de justice et l'amour de la patrie en partage. Donc voilà comment il introduit, lui, sa vision sur la place de la femme. Et je vous ai fait tout à l'heure l'économie, le résumé des statistiques sur comment la femme est vue dans le programme de gouvernance donc du MRC et le nombre de fois qu'elle est mentionnée. Parce que sa place est prépondérante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le MRC entend avoir un programme qui s'adresse donc spécifiquement à ces femmes-là et qui lui permettra à ces dernières de reprendre la place qu'elles ne doivent jamais perdre dans une société qui veut se construire. Le programme de gouvernance du MRC, dans son chantier donc numéro 4, le programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto, qui est le candidat donc du MRC, dans son chantier numéro 4, a pour premier élément la femme. Si vous le lisez ou si vous le regardez, malheureusement je ne sais pas si mon téléphone me permettra de vous le faire voir, mais j'ai l'impression que non, parce que si je passe en vidéo, ça va encore plus rapidement décharger ma batterie. On se rend donc compte que la femme en question est écrite avec un grand F. Pourtant, il y a bien un article avant. Et qu'on sait très bien que dans une phrase là où il y a déjà un article qui commence par une lettre majuscule, la lettre qui vient par la suite est une lettre minuscule. Mais femme est écrit avec un grand F. Donc le programme de gouvernance, même dans les détails, montre déjà à quel point la femme camerounaise est considérée avec une certaine grandeur, avec une certaine hauteur, mais surtout avec la pleine conscience qu'elle a des capacités et des potentialités immenses dont la société camerounaise doit bénéficier. Le programme en question dit donc la femme, et le sous-titre c'est marcher sur ses deux pieds. On voit bien que depuis donc 2012, on en revient à la même chose. Le texte que nous avons lu hier ne demande pas le professeur lorsqu'il dit que mes femmes et hommes constituent les deux jambes de la société.
comme les deux membres du corps humain. C'est déjà ce qu'il pense depuis plus de 10 ans, depuis 13 ans aujourd'hui. Il ne dit donc que ce qu'il a déjà dit par le passé, d'où on peut se dire qu'il est crédible parce qu'il reste constant dans son approche et dans sa façon de percevoir la femme. Marcher sur ses deux pieds, 2 points, faire jouer pleinement à la femme son rôle dans notre pays. Entre parenthèses, Women Empowerment. Et le programme dit donc que malgré un taux d'alphabétisation estimé à 75%, pour l'ensemble du pays, 50% des illettrés sont des femmes, fortement affectées par les contraintes culturelles et par le manque de politique gouvernementale spécifique. Les contraintes culturelles sont parfois des contraintes culturelles dans des zones ou dans des régions là où la femme a encore malheureusement ces carcans de la tradition qui la privent des mêmes droits que les jeunes garçons et qui ne va pas donc suffisamment à l'école. Les femmes, souvent aussi bien formées que leurs collègues hommes, ça c'est la suite du programme, dont je suis en train de faire la lecture, les femmes, souvent aussi bien formées que leurs collègues hommes et très compétentes sur le plan professionnel, reçoivent souvent une rémunération inférieure à celle de ces derniers. Bien souvent, elles ne reçoivent pas la promotion qu'elles méritent si elles n'acceptent pas d'être soumises à des traitements dégradants, voire traumatisants. Et je crois que là, on touche pleinement tous les aspects qui ont été évoqués ici par les femmes avant même qu'on ait le programme de gouvernance. Il y a des témoignages qui ont été rapportés ici qui montrent à quel point la femme a de la difficulté à trouver toute sa place et à se sentir l'égale de l'homme dans la société camerounaise ou une personne à part entière simplement. Et pourtant, il y a bien un gouvernement en place au Cameroun, mais qui ne s'en préoccupe pas et qui laisse perdurer donc la situation telle qu'elle est, volontairement, naturellement. Or, le MRC en est conscient et c'est pourquoi nous avons donc mis en bonne place la femme dans ce programme de gouvernance-là. On continue donc la lecture. Sur le plan politique, les femmes sont brillantes, mais elles sont tenues en arrière-plan, confinées aux animations et applaudissements et souvent placées sur les listes électorales à des positions où elles n'ont pas de chance d'être élues. Les violences faites aux femmes ne cessent de gagner du terrain dans notre pays. Donc le constat que vous avez fait vous-même est déjà un constat qui est bien repris par le programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto ou du MRC d'une manière globale. C'était déjà pris en compte depuis 2012, actualisé en 2018. Nous allons concevoir les politiques publiques adéquates pour permettre à la femme camerounaise d'obtenir toute sa place et de jouer pleinement son rôle dans la société nouvelle que nous proposons. Dans cette perspective, nous allons œuvrer pour, premier élément, permettre à la femme de participer aux avant-postes à la construction du Cameroun nouveau. Redresser une situation absurde d'infériorisation où la femme est encore maintenue. Pour celles qui ont beaucoup mentionné l'aspect de l'infériorisation, donc ça revient et c'est bien mentionné, où on va donc se battre pour s'assurer que la femme ne sera donc jamais plus considérée comme étant inférieure. Cette situation d'infériorisation de la femme donc sera donc largement combattue par le programme de gouvernance du MRC. Je continue la lecture. Troisième élément qui est prévu, c'est l'élément suivant, celui qui dit que permettre à la femme de recouvrer la plénitude de ses droits pour favoriser une accélération de la croissance économique. Donc ce n'est pas reconnaître à la femme ses droits simplement pour lui faire plaisir ou pour faire beau ou pour faire bien ou politiquement correct. C'est parce qu'on sait que la croissance de notre pays en dépend. C'est pour ça qu'on veut donc restituer à la femme camerounaise les droits qu'elle doit avoir. Le programme continue donc en disant, ça c'est un grand titre qui est en rouge. Tout ce que je vous ai lu pour le moment était en noir ou plutôt en couleur violette, mais là c'est en rouge. Égalité homme-femme, un principe inviolable. Donc ça montre que le MRC c'est clair, il n'y a pas de doute possible là-dessus, il n'y a pas de tergiversation possible là-dessus. C'est une égalité qui est un principe inviolable, un principe qui est sacré, qui va donc être consacré dans la Constitution, mais surtout renforcé par l'application de la justice grâce à la réforme de la justice que le MRC entend proposer. Et cette égalité homme-femme passe par des principes qui sont donc les suivants. 4 éléments sont soulignés dans le programme de gouvernance. 1. Rendre effectif l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Donc il faut rendre ça effectif.
Même si les lois le prévoient, ce n'est pas effectif. On va le rendre effectif. Donner les mêmes chances aux jeunes femmes et aux jeunes hommes sur le plan éducatif. Traduire dans les faits l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. Pour celles qui ont parlé des salaires qui ne sont pas égaux et qui, même dans certains pays occidentaux, ne le sont pas, le MRC entend par contre en faire un point d'honneur, c'est-à-dire parvenir rapidement à l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Favoriser, dernier point, favoriser et mieux traiter la maternité de la femme qui est une responsabilité au bénéfice de la collectivité. Beaucoup de femmes ont mentionné ici la manière dont elles sont traitées de façon vraiment peu enviable dans les maternités par d'autres femmes même. Et beaucoup ont mentionné aussi le fait que beaucoup de femmes ne sont pas éduquées au simple fait de se rendre compte qu'elles sont des êtres à part entière, égales de tout autre être dans la société camerounaise et qui doivent être traitées donc avec une égale dignité, que lui reconnaît d'ailleurs la constitution camerounaise, à l'homme comme à la femme, avec la particularité que la constitution, qui est la norme suprême, protège encore plus la femme et l'enfant, qui sont dans notre société malheureusement dans une position où elles sont victimes, ces personnes-là, en situation donc de faiblesse parce que vulnérables, elles sont victimes encore d'un certain nombre d'abus qu'il faut absolument combattre. Et c'est ce que le programme de gouvernance du MRC dit. L'émancipation de la femme par l'éducation. Ça, c'est un autre point qui est souligné en grand rouge. Donc, c'est en gras et en rouge pour dire que c'est un point central du programme de gouvernance du MRC. Nous considérons que l'éducation est le levier principal pour l'émancipation de la femme dans notre pays, pour son insertion dans le circuit moderne de production et pour sa contribution décisive au progrès général de la nation. Pour assurer l'émancipation de la femme par l'éducation, les mesures suivantes seront adoptées. Mettre en place une politique vigoureuse de scolarisation des jeunes camerounaises de toutes les régions du pays, les spécificités culturelles ne pouvant en rien constituer un obstacle acceptable à cette politique. C'est-à-dire que aucun obstacle ne sera accepté. Même pas ceux qui vont mettre l'argument culturel en avant pour Oshiga qui disait mais oui, on utilise la culture quand ça nous plaît. Le MRC dit clairement que même l'évocation de la culture ne sera pas suffisante pour pouvoir prétendre que la femme ne va pas aller à l'école exactement comme les hommes. Non. On va par contre l'y encourager, plus la pousser même d'ailleurs que l'homme. Et aucun argument, y compris culturel, ne sera acceptable pour pouvoir revenir sur ce principe-là. Ce sera donc un principe inviolable qui dit que la femme va devoir aller à l'école exactement comme les hommes, sinon plus. Vu qu'on a vu les disparités d'un point de vue statistique qui ont été constatées. Je continue donc la lecture. Autre point, souligné donc pour l'émancipation de la femme par l'éducation, la scolarité sera obligatoire pour tous les jeunes hommes et femmes jusqu'à l'âge de 16 ans au moins. Nous lutterons ainsi, donc par le moyen de la scolarisation minimum jusqu'à 16 ans, le MRC entend lutter ainsi contre les mariages précoces qui sont dommageables à la femme. Ça, c'est ce qui est prévu donc pour les mariages précoces et on sait que c'est des mariages qui ont encore cours dans certaines parties de notre pays où on voit des jeunes enfants à 9 ans, à 8 ans être donnés en mariage à des hommes, ce qui n'est absolument pas acceptable. Tout ceci, mais de quelle manière cela va être mis en place? Mais c'est le gouvernement qui décide de sa politique. Quand vous avez un ministre de l'administration territoriale qui se limite à réprimer les manifestations plutôt que à essayer de voir comment est-ce qu'on peut organiser justement l'administration du territoire, protéger les populations des inondations et autres, c'est pourquoi? C'est simplement parce que la politique du gouvernement est autre que celle justement d'œuvrer dans le sens des intérêts des populations. Si vous avez des ministres qui ont l'amour du pays, auquel vous dites, vous devez vous engager pour travailler à ce que la politique et la vision globale, c'est ça un gouvernement. Le gouvernement met en application la politique du président. Or, la politique du président, c'est déjà ce que je suis en train de vous lire. Le problème qui se pose au Cameroun, pour répondre à votre question, ce n'est pas mis en application parce que le président lui-même ne gouverne plus. Je vous rappelle que ça fait plus de 7 ans qu'il n'y a pas eu de conseil des ministres. C'est-à-dire que celui qui est président des ministres, celui qui doit donc s'asseoir et dire à un ministre, je t'ai confié le portefeuille de t'occuper de la place de la femme, de l'égalité homme-femme. Qu'est-ce que tu en as fait? Quels sont les résultats que tu as atteints jusqu'à présent? Et si ce n'est pas satisfaisant, si tu manques de moyens, comment est-ce qu'on peut parvenir à améliorer ce que tu as fait? S'il ne tient pas de conseil des ministres, c'est tout à fait normal que sur le plan de l'application, donc, il n'y ait pas d'application de ce qui est la politique et la vision de celui qui gouverne le pays. C'est totalement ce que le MRC entend changer. Le professeur Moïse Kamto, d'ailleurs, dans
son interview devant Valérie Ndongo face à la jeunesse, a dit ceci. Dans des États aussi jeunes que les nôtres, qui n'ont qu'une soixantaine, une centaine d'années, le président de la République doit se comporter comme un chef de chantier. Il doit donc être aux avant-postes tout le temps pour surveiller que les ministres qu'il a mis en fonction appliquent sa politique. Il doit y veiller. Pas simplement en étant dans son bureau et en attendant qu'il y ait des conseils de ministres. Il doit aller sur le terrain pour vérifier. En allant sur le terrain, il touche du doigt la réalité. Et je vous rappelle qu'il a parcouru les 360 communes d'arrondissement du Cameroun avant la campagne, avant les élections de 2018. Ça montre à quel point il est capable de parcourir justement ce pays-là pour aller toucher du doigt les réalités. Donc, si votre question c'est de savoir, mais non, ce n'est pas mon interprétation, c'est la réalité. Ça n'explique pas les objectifs, mais c'est pour vous. Marie A, qui est en train de poser ces questions en bas, vous êtes libre de monter sur le panel. Hein. Nous, on est totalement ouvert à un débat qui peut permettre d'élucider les points d'ombre que vous pouvez avoir. Je dis donc simplement que vous dites tout ceci, mais de quelle manière cela va être mis en place? Mais simplement parce que vous avez déjà des ministres qui appliquent la politique que nous sommes en train de détailler ici. Mais surtout parce que vous avez un président qui suit les ministres et qui va sur le terrain au contact des populations pour savoir si les ministres font effectivement ce qu'il leur a demandé de faire. Ce n'est que comme ça que vous pouvez justement vous assurer qu'il a mis en application. Et je le répète encore une fois, il a déjà montré qu'il va au contact des populations. C'est ce que j'ai lu ici. Et je dis, non seulement il l'a fait avant de faire son programme de gouvernance en 2012, mais en plus de cela, en 2018, avant les élections, il a parcouru les 360 communes d'arrondissement de notre pays. S'il y a donc 360 circonscriptions administratives du Cameroun, qui sont donc les démembrements que j'ai énumérés, il les a tous parcourus. Donc, il connaît la réalité sur le terrain et il l'a dit encore, il a réitéré l'autre jour dans son propos devant la jeunesse. S'il est président de la République, il sera un chef chantier. Donc, c'est par le terrain qu'il va le faire. Et j'invite véritablement Marie à, si elle veut bien, hein, elle n'est pas obligée, mais si elle veut bien, à venir poser ses questions sur le panel. Moi, ça ne me pose absolument pas de problème parce que nous sommes un parti politique qui pensons que nous pouvons répondre à toutes les sollicitations, toutes les questions que nos concitoyens se posent et de cette manière-là, parvenir potentiellement à résoudre leurs problèmes. Donc, ce n'est pas simplement une question d'interprétation, c'est déjà, dans le fond et la réalité, ce qui est pratiqué par notre président, le professeur Maurice Kamto. Et sa politique ne sera donc que plus certainement mise en application parce qu'il veille généralement lui-même au suivi de tous les groupes de travail, de tous les chantiers qu'il engage avec ses proches collaborateurs. Donc, la scolarité sera donc obligatoire pour tous les jeunes, hommes et femmes, jusqu'à l'âge de 16 ans. Nous lutterons ainsi contre le mariage précoce, contre les mariages précoces qui sont si dommageables à la femme. N'hésitez donc pas à inviter Marie A ou à la faire monter Et sur le panel. Jennifer veut dire un mot avant que ta batterie... Pour le Ou tu veux moment, je suis encore à finir 14, mais Jennifer, je te laisse la parole. Non, Jennifer, vas-y et puis je continue la lecture, si tu veux dire un mot. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Oui, très bien. Bonsoir Jennifer Ah, ok. et bienvenue. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. J'ai pris le live en cours, du coup je ne sais vraiment pas ce qui s'est dit précédemment, mais de ce que du petit bout que j'ai suivi, vous parlez peut-être de l'inclusion de la femme dans la société, c'est ça? C'est tout à fait ça, le rôle de la femme, sa possibilité de prendre toute la place qui est la sienne dans le programme que le MRC envisage de mettre en application pour reconstruire la nation camerounaise. C'est de ça qu'il est question en effet. On a lu un peu la pensée du professeur Maurice Kamto qui a été publiée hier, donc ça peut être un élément. Si Jennifer, tu n'as pas encore suffisamment d'éléments, tu peux aussi lire la pensée du professeur publiée sur sa page hier, la pensée numéro 56. Et on était donc en train de lire le programme de gouvernance pour compléter cela et savoir ce que le MRC propose justement pour venir à bout de tous ces carcans qui empêchent encore que la femme camerounaise contribue pleinement à l'essor de notre nation avec une vision qui est celle du professeur dans laquelle la femme peut vraiment jouer tous les rôles parce qu'elle est compétente, elle est dévouée, elle est engagée et elle peut revêtir tous les rôles
y compris le rôle suprême de dirigeant de notre pays, d'après les propos même du professeur Maurice Kamto. Donc c'était ça l'objet du live aujourd'hui, en prélude justement à la journée du 8 mars. Ok, ok, merci. Je pense que j'apprends plus que autre chose. Je n'ai pas vraiment euh, quelque chose de très concret dessus à dire. Donc, je vais essayer de lire la pensée comme tu m'as bien dit et je vais aller mettre ça dans le programme politique pour pouvoir associer les deux. Donc, Merci. Donc, merci de partager, parce que c'est important. Surtout partager avec toutes les femmes que vous avez autour de vous, qui peuvent venir partager avec nous ici leurs impressions, leurs ressentis, leur manière de voir la femme dans la société camerounaise aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est perçue, comment est-ce qu'elle est dans la société camerounaise et finalement, comment est-ce que vous voyez les propositions du MRC, est-ce qu'elles sont pertinentes, s'il y a des manquements, s'il y a des ajouts à faire, comment est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer le programme de gouvernance en ce qui concerne donc la place de la femme. J'ai noté beaucoup de remarques qui ont été faites et donc après cela, on pourra donc rediscuter tous ensemble, mais principalement les femmes d'abord sur quelle est votre perception à vous de ce que le MRC propose et est-ce que vous pensez que c'est complet, est-ce qu'il y a des aspects qu'il faut améliorer, compléter